Bonjour à tous. Contrairement à ce que le titre pourrait le suggérer, il n'est pas ici question de remettre en cause les bonnes mœurs d'Usul, mais plutôt de questionner sa définition de la morale et de la raison d'après une de ses vidéos pour Mediapart, La gauche est-elle le camp du bien. Je vous la conseille car je pense que c'est un cas d'école d'imposture intellectuelle ou de bêtise, c'est comme vous voulez. L'argumentaire d'Usul repose sur deux piliers. Premièrement, il prétend se baser sur la raison. Ensuite, il oppose cette raison à la morale, considérant selon lui comme un outil de classe favorisé pour obtenir l'appui des masses. Bien entendu, il est question au final de faire de la gauche le camp de la raison, tout en déniant le fait que cette dernière fasse la morale, puisque selon Usul, il n'est ici question que de logique. Concernant la raison, il va falloir préciser un certain nombre de choses. Tout d'abord qu'il y a deux types de sciences. Les sciences dites dures avec deux sous-groupes, les sciences de la nature, physique, chimie, biologie, etc. et les sciences formelles, mathématiques, logiques, voire algorithmiques. Les sciences de la nature sont basées sur un postulat de départ très simple selon lequel nous vivons dans un environnement, de la Terre à l'univers tout entier, et que cet environnement a des lois qui nous sont imposées. Soit par Dieu, la providence, par impossibilité du néant, ou tout ce que vous voulez, on s'en fout, c'est pas le sujet. Les sciences de la nature tentent d'analyser le monde, le soumettent à l'expérience et à l'observation, et tentent d'en tirer des lois pour en expliquer le fonctionnement, et par là même, déterminer dans une certaine mesure l'origine des phénomènes. À aucun moment, la science ne peut déterminer l'origine des lois de la nature, tout au plus sont-elles mises en évidence. Par exemple, la loi de la gravitation universelle de Newton fait appel à une constante nommée G qui définit la force d'attraction entre deux corps à une distance donnée. L'existence de cette force est considérée comme immuable car induite par le fonctionnement même de l'univers. On peut remettre en question la loi, c'est d'ailleurs ce que fera Einstein 250 ans plus tard. Mais en aucun cas, on ne peut remettre en question le fait que l'univers ait des lois et que la science progresse en améliorant la connaissance d'un système dont elle n'est pas à l'origine. Donc, la seule chose qui change, c'est notre degré de connaissance. Concernant les sciences formelles, elles sont plus complexes à cerner mais découlent du principe premier des mathématiques qui est celui de la démonstration à partir d'axiomes. Un axiome étant considéré comme évident en soi. Il n'a pas à être démontré, mais sert de brique à la création de lois plus générales qui, elles, doivent être démontrées. Sinon, on considère qu'il s'agit d'une hypothèse, d'un postulat ou d'une conjecture. Par exemple, avec les mathématiques telles qu'on les conçoit depuis l'Antiquité, si je dis que A est inférieur à B et que B est égal à C, j'en déduis que A est inférieur à C. Certes, il s'agit ici d'une construction de l'esprit. Mais étant admis la validité des axiomes, il est impossible de démontrer le contraire, donc on a déduit des lois indiscutables. Bref, les sciences dites dures sont basées uniquement sur la logique et l'observation à partir de principes considérés comme immuables. Immuable, j'insiste car c'est très important comme nous allons le voir. Viennent ensuite les sciences humaines et les sciences sociales, l'économie, la sociologie, la démographie, etc. Ces disciplines diffèrent des sciences dites dures dans le sens où elles ne peuvent en aucun cas admettre une loi universelle et immuable. En effet, elles se basent uniquement sur des postulats, des statistiques et surtout d'interprétations induites par une bonne dose de subjectivité. C'est d'ailleurs pour cela que si vous observez un peu, toutes ces disciplines font plus ou moins partie intégrante du débat public, simplement qu'elles ont une incidence sur l'action publique et peuvent être remises en question. Si par exemple vous déclarez que le principe selon lequel deux corps dans le vide s'attirent mutuellement est faux, vous passez pour un fou. En revanche, vous pouvez très bien concevoir qu'en matière d'économie, ou Karl Marx ou Ricardo avaient tout faux. Par conséquent, de par leurs principes, elles se basent sur des postulats et des dogmes, mais jamais sur des lois immuables. Et c'est là où Usul leurre son public en faisant appel à la raison, étant donné qu'il fait appel dans ses différentes vidéos à une certaine interprétation des sciences sociales, typiquement l'économie selon Marx et la sociologie selon Bourdieu. Seulement, on pourrait tout autant faire appel à la raison et s'appuyer sur l'économie selon Adam Smith et la sociologie de Gustave Le Bon pour dire l'exact opposé d'Usul dans ses vidéos. L'argument de la raison en politique est donc irrecevable, c'est même un oxymore, car le principe même de la politique est d'être une discipline sociale et donc subjective. Au début de la vidéo, j'ai énoncé qu'Usul opposait la raison à la morale. Il y a déjà un problème de taille si la raison vantée n'en est pas. Prenons par exemple la séquence sur Badinter. Quand Badinter avance l'argument moral, par exemple, il n'y consacre qu'assez peu de temps, car ce n'est pas le cœur de son argumentation. Il passera bien plus de temps à parler des effets concrets de la peine de mort et de ses conditions d'application, en posant des questions beaucoup moins morales. Ceux qui veulent une justice qui tue, ceux-là sont animés par une double conviction. La première est qu'il existe des hommes totalement coupables. La culpabilité des individus est-elle absolue? La justice admet que le fou ou le malade est moins responsable de ses actes que le bien portant. Et la deuxième, c'est qu'il peut y avoir une justice sûre de son infaillibilité. La justice est-elle infaillible? Les erreurs judiciaires sont possibles, et cela tout le monde l'admet, c'est factuel. On invente l'idée que la peur de la mort retient l'homme dans ses passions extrêmes. Ce n'est pas exact. La peine de mort est-elle dissuasive? Là encore on peut discuter, se jeter des chiffres au visage, mobiliser des exemples. Ce vers quoi tend cette argumentation, c'est vers un certain idéal démocratique. Badinter postule qu'en contournant la question morale et en s'appuyant sur la raison et la raison seule, il peut créer du consensus. Les valeurs au contraire nous éclatent, nous dispersent. Elles ne mettent personne d'accord, puisqu'elles sont difficiles à disséquer, qu'elles sont d'un seul tenant, qu'elles s'opposent les unes aux autres. Reprenons les différents points. Peut-on être totalement coupable et responsable? Dans l'absolu, peut-être que le fou est moins responsable de ses actes. Seulement, la définition du fou est tirée des sciences humaines qui font appel à la subjectivité énoncée précédemment.
Ensuite, quelles que soient les raisons d'un crime, le préjudice subi par les victimes est le même. Si l'on considère que la cohésion et la sécurité du groupe priment sur l'individu, on peut parfaitement concevoir que l'auteur d'un crime soit systématiquement puni quelles que soient ses justifications. A nouveau, il s'agit d'un point de vue subjectif, aucune trace de raison là-dedans. Si l'on dit qu'Hitler était fou, cela change-t-il quelque chose à l'histoire? La justice est-elle infaillible? Eh bien, dans certains cas oui. Par exemple, on pourrait très bien être partisan de la peine de mort dans le cas des viols pédophiles, ce qui est mon cas. Dans ce cas, il suffirait de limiter l'application de la loi dans le cas où la culpabilité est prouvée par des traces ADN. Et là, plus d'erreurs possibles, ça aussi c'est factuel. La peine de mort est-elle dissuasive? Là c'est le bouquet. Usul commence par dire qu'à partir de chiffres on ne peut en discuter. Mais là aussi, l'interprétation que l'on peut en faire est totalement subjective. Ce qui ne l'empêche pas bien sûr de terminer en appelant à la raison. Cette prétendue raison n'est là que pour chercher à faire de sa doctrine quelque chose d'évident en soi. Et si possible, convaincre qu'être favorable à la peine de mort est aussi incongru que déclarer que la Terre est plate. Sauf que quelle que soit votre opinion, cela restera toujours quelque chose de discutable, comme toutes les sciences sociales. Plus insinueusement, ce genre de doctrine peut arriver à neutraliser le débat public en jetant à l'adversaire l'argument de la raison contre la morale. Cet appel systématique à la raison est une mystification qui dure depuis le siècle des Lumières. D'autant qu'en réalité, le discours d'Usul et de la gauche est rempli de morale. Si je prends par exemple le premier article de la Déclaration des droits de l'homme, « Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Approuver cette sentence nécessite d'accepter un certain nombre de principes moraux. En premier lieu, il faut considérer qu'il est moral que tout un chacun puisse jouir d'un minimum de droits et de liberté. A contrario, on pourrait utiliser la raison en se basant notamment sur les travaux de Charles Darwin et de Francis Galton pour être favorable à une politique eugénique. C'est d'ailleurs ce que firent un certain nombre de mouvements politiques révolutionnaires au début du XXe siècle, le nazisme en particulier. La seule raison est très mauvaise conseillère et la morale est justement ce qui permet de la canaliser. La volonté systématique de nier la morale par la gauche et imposer la raison est à l'origine de bien des malheurs, de la révolution dite française aux guerres contemporaines visant à propager les droits de l'homme dans le reste du monde. Pour finir, je passe rapidement sur les poncifs anti-France qui émaillent la conclusion contre le travail, la famille et la patrie. À ce titre, je ne résiste pas à citer Marx dans le manifeste du Parti communiste. Les ouvriers n'ont pas de patrie, on ne peut leur ravir ce qu'ils n'ont pas. Comme le prolétariat de chaque pays doit en premier lieu conquérir le pouvoir politique, s'érigeant que les dirigeants de la nation devenir lui-même la nation. Il est encore par là national, quoique nullement au sens bourgeois du mot. Bref, Usul, laissez un polo comme moi aimer mes proches et mon pays, seulement mon cœur. Arrêtez avec vos poncifs sans queue ni tête. Allez donc bosser en usine, côtoyer de vrais travailleurs et voyez quelles sont leurs aspirations profondes plutôt que de vivre dans un monde fermé fait de militantisme et de pseudo-intellectualisme. Croyez-moi, vous serez surpris. À bon entendeur, salut.